podcast. Aura-t-on une nouvelle loi sur la fin de vie avant l'été prochain ? Le débat, en tout cas, fait son retour à l'Assemblée ce mois-ci, avec 2 projets de loi qui sont en ce moment examinés et débattus par les députés, l'un portant sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. La fin de vie, l'aide à mourir, un débat de société évidemment extrêmement sensible et complexe qui continue d'interroger les Français et de diviser le corps médical. Mais au fait, de quoi parle-t-on ? Que contiennent les projets de loi ? Va-t-on légaliser l'aide active à mourir ? Tout ça, on en parle avec vous, Martine Lombard, bonjour. Bonjour. Professeure émérite de droit public à l'université Panthéon-Assas et autrice du livre « L'ultime demande, l'aide à mourir paisiblement, une liberté à notre portée ». C'est publié aux éditions Liana Lévy. Martine Lombard, la fin de vie, l'aide à mourir, c'est un sujet que vous regardez de près depuis longtemps, je crois. Oui, cela fait plusieurs décennies que je m'y intéresse de près. D'abord pour avoir été témoin de souffrances très forte, inhumaine je dirais. Et puis pour ensuite avoir examiné les différentes lois qui sont intervenues, et les avoir pesées, les pour, les contre, ce qui manquait encore dans ces lois. Donc cela fait longtemps que je m'intéresse à ce sujet. Et on va développer tout ça avec vous bien sûr dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive. Et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes means a no to win. Again, a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le débat autour de la fin de vie, vous le savez, ne date pas d'hier. En 1978 déjà, la question émerge. Le sénateur Henri Caillavet est le premier homme politique à vouloir légiférer sur la fin de vie. Cette proposition de loi tente, pour une personne incurable, à pouvoir refuser l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire vivre pleinement sa mort. Oui, certains vous reprochent déjà d'organiser par la loi la mort des hommes. Je veux organiser ma propre mort. À l'époque, le débat ne porte pas encore sur l'aide active à mourir, mais plutôt sur l'acharnement thérapeutique. On donne alors la parole à des Françaises et des Français qui vivent de très près cette problématique. Interview diffusée sur Antenne 2, toujours en 78. Il y a 3h du matin, je crois, le téléphone a sonné. On me dit, madame, votre frère est dans le coma. Je lui dis, écoutez, je vous en prie, arrêtez. C'est plus la peine d'assister, laissez tomber. Vous avez demandé à ce que l'on abrège les souffrances de Je lui dis qu'on arrête tout, qu'on le laisse à mourir. Je lui dis arrêtez, 2 fois c'est suffisant, 2 opérations à cœur ouvert, arrêtez. Il a fait un coma, maintenant il aura des lésions cérébrales. Laissez-le mourir, je vous en supplie. Le projet de loi sera finalement rejeté. Toutefois, le débat va continuer de faire son chemin. Mais il va falloir attendre pour que ça bouge. Et ce, jusqu'au début des années 2000, avec une affaire qui va faire grand bruit, celle de Vincent Imbert. Un mort-vivant. C'est ainsi que se définit Vincent Imbert depuis que sa vie a basculé le 24 septembre 2000. Un accident de la route et le jeune pompier se retrouve muet, tétraplégique et presque aveugle, condamné à passer sa vie dans une chambre comme celle-ci. En décembre dernier, il adresse une lettre à Jacques Chirac. « Vous avez le droit de grâce, je vous demande le droit de mourir ». Une mort qu'il réclamait à sa mère comme un cadeau. Moi je l'aime, s'il me dit demain maman je veux continuer à vivre, je ferai tout pour. S'il me dit maman je veux mourir, je ferai comme il veut de toute façon. En septembre 2003, la mère de Vincent Imbert tente de mettre fin à la vie de son fils en lui injectant une dose de barbiturique. Le jeune homme décédera finalement quelques semaines plus tard, aidé illégalement par un médecin. Un fait divers qui émeut la France et qui relance le débat, alors que de leur côté, les Pays-Bas puis la Belgique franchissent le pas et autorisent l'euthanasie. En 2002, le ministre de la Santé Bernard Kouchner fait passer une loi qui introduit, entre autres, l'obligation pour les soignants d'assurer que leurs patients meurent dans la dignité. Une première avancée avant la fameuse loi Leonetti, du nom de son instigateur, le médecin et député Jean Leonetti. Une loi votée en avril 2005. On écoute Jean Leonetti. Beaucoup de malades ont peur de mal mourir.
La mort est devenue médicale aujourd'hui. La plupart des gens meurent à l'hôpital. Et ils ont peur qu'on les prolonge artificiellement. Eh bien, cette loi encadre bien la possibilité de traiter les gens pour les sauver, mais en même temps de ne pas aller au-delà de ce qu'on a appelé l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien à faire, quand on n'est plus que dans l'artificiel ou dans la survie. Après des années de débat, il s'agit de la première loi en France sur la fin de vie. Une loi, attention, qui légalise le fait de laisser mourir. Le médecin peut désormais décider l'arrêt des traitements actifs pour son patient, mais il ne peut pas donner directement la mort à son patient. L'aide à mourir reste toujours interdite. Une déception pour ses défenseurs. Pour nous, Association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est loin de régler tous les problèmes. C'est loin de régler tous les problèmes et le problème fondamental, c'est le droit d'obtenir une aide active à mourir, le cas échéant. On fait un nouveau saut dans le temps. Nous sommes maintenant en décembre 2014. Un nouveau rapport sur la fin de vie est remis au président de la République François Hollande par 2 députés, dont Jean Leonetti. Il propose, cette fois, en plus de la fin de l'acharnement thérapeutique, l'autorisation de la sédation profonde et continue pour les malades incurables. Mais attention, pas d'euthanasie. Le but de la sédation profonde en phase terminale, c'est de soulager une souffrance. Le but de l'euthanasie, c'est de donner la mort à un malade. C'est déjà une première différence majeure. La loi dite Claes-Leonetti est votée en 2016, mais l'aide à mourir n'est toujours pas légale en France. Alors, certains vont à l'étranger, en Suisse ou en Belgique notamment, comme l'écrivaine Anne Baer, atteinte de la maladie de Charcot, qui fera le voyage en Belgique. On l'écoute, c'était en 2017. Je sais que je vais mourir, je sais que chaque jour je deviens plus dépendante, plus paralysée. Je ne veux pas devenir grabataire et donc j'ai décidé de mettre moi-même un terme. Je veux choisir le moment où ça suffira, je ne veux pas souffrir, il n'y a aucun honneur à souffrir, aucun devoir de souffrance. Je suis obligée de fuir à l'étranger pour pouvoir finir ma vie. Ce n'est pas à la Belgique, ce n'est pas à la Suisse de s'occuper de la fin de vie des Français. Et depuis, en 2022, le président de la République Emmanuel Macron initie une convention citoyenne pour débattre de la fin de vie. Celle-ci se prononce majoritairement en faveur d'une aide active à mourir. Au printemps 2024, un projet de loi pour une aide à mourir arrive devant le Parlement. L'examen du texte est reporté après la dissolution de l'Assemblée nationale. Il est désormais de retour dans l'hémicycle. Alors va-t-on cette fois vers une légalisation de l'aide active à mourir ? Que contient le projet de loi ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Martine Lombard. Déjà pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre ? Oui, une réaction d'abord sur la longueur du processus. Cela fait vraiment longtemps qu'on évoque cela. Près d'un demi-siècle, près de 50 ans. Oui, c'est ça, oui. Et je vois, il y a eu des progrès, disons-le clairement, notamment en matière de non-acharnement thérapeutique. En revanche, il y a toujours cette oukase, on doit laisser mourir, même si ça prend longtemps, mais ne pas faire mourir, ne pas accélérer la mort. Et ça peut être terrible en matière de souffrance pour le malade. Oui, et on l'a entendu, on a entendu des témoignages, et on va en entendre d'autres au cours de cet épisode. Déjà, pour qu'on comprenne bien, parce que les termes sont importants lorsqu'on parle d'aide à mourir, ça veut dire qu'on parle d'euthanasie, ça veut dire qu'on parle de suicide assisté. On a parfois un peu du mal à y voir clair parmi tous ces termes. Oui, d'abord, distinguons peut-être l'aide à mourir et l'aide active à mourir. Oui. Parce qu'au fond, les soins palliatifs, dans une certaine mesure, aident à mourir, pour que ça se passe le mieux possible. Parfois, ils n'y arrivent pas d'ailleurs, mais ce n'est que l'exception. L'aide active à mourir, c'est permettre d'accélérer la mort lorsque celle-ci est accompagnée de souffrances terribles. Et il y a 2 formes qui sont, dit-on, le suicide assisté et l'euthanasie. Parler de suicide assisté, c'est bien le malade qui boit ce produit létal ou qui déclenche une perfusion. Et puis il y a l'euthanasie, c'est l'administration du produit létal par un médecin à la demande du malade. Alors, pour rappel, on n'en a pas encore parlé, les soins palliatifs, ce sont des soins qui visent au confort du malade, atteint de maladies graves ou en fin de vie, pour soulager les souffrances psychiques ou physiques. Ils arrivent en France en 1987. J'ai retrouvé cette archive de France 3 à Paris,
En immersion dans le tout premier service de soins palliatifs en France. Écoutez. Le voyage au bout de la vie, c'est le rôle que s'est assigné l'hôpital international de l'Université de Paris, avec le premier service d'accueil où seront prodigués des soins palliatifs aux malades sans espoir de guérison. Le projet thérapeutique sera alors d'aider la personne à vivre dans des conditions optimales. Médecins, infirmières, aides-soignantes et psychologues seront là pour faire oublier la douleur et soulager l'angoisse. Voilà, pour qu'on situe bien à quoi correspondent les soins palliatifs, aider les malades à vivre dignement leurs derniers instants. Alors, sont débattus et examinés en ce moment à l'Assemblée 2 textes de loi, 2 textes et non plus un seul, puisque le projet de loi examiné l'année dernière à la même date a été scindé en 2 par le Premier ministre François Bayrou. L'un porte sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Le Premier ministre François Bayrou a fait le choix de scinder le texte en 2 pour que, c'est la raison qu'il invoque, les divergences autour de l'aide à mourir n'empêchent pas l'adoption du texte sur les soins palliatifs. Est-ce qu'on peut détailler rapidement, Martine Lombard, ces 2 textes ? D'abord peut-être la proposition de loi sur les soins palliatifs qui fait globalement consensus. C'est grosso modo une loi pour mieux organiser et allouer plus de moyens et développer sur tout le territoire les soins palliatifs, c'est ça ? Oui, on peut dire cela. Elle essaie de remédier à un vrai problème qui existe depuis longtemps en France. C'est ce que la Cour des comptes avait qualifié de défaut de pilotage des soins palliatifs, en ce sens qu'en France, on a mis l'accent uniquement sur les unités de soins palliatifs et on répète qu'il y a 21 départements où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Mais ce faisant, on a oublié les soins qui sont nécessaires pour mourir à domicile ou dans les EHPAD. Et donc, c'est un problème de réorientation aussi donnée aux soins palliatifs. Il faut mettre l'accent sur la formation de tous les médecins, des médecins généralistes, car la Cour des comptes le disait dans un rapport de juin de 2023, au rythme où l'on va actuellement en France, il faudra 1 siècle pour que tous les médecins généralistes soient formés aux soins palliatifs. Il est clair qu'il faut avancer. Oui, et ce même rapport de la Cour des comptes disait moins d'1 Français sur 2 a accès aux soins palliatifs en France, hein, c'est ça ? Ce rapport ne disait pas exactement cela, il était encore plus critique. Il disait il y a un tel défaut de pilotage des soins palliatifs en France qu'on ne sait pas mesurer qui a besoin de soins palliatifs et qui en bénéficie vraiment. On a vraiment beaucoup à revoir en la matière. Et d'ailleurs, le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis de 2022, avait mis l'accent sur la nécessité de réorienter les soins palliatifs en France, notamment pour que tous les médecins bénéficient le mieux possible d'une culture palliative. Donc ça, c'est pour le premier texte, développé, on le comprend, les soins palliatifs en France. Tout le monde est globalement d'accord, je crois. Et il y a un deuxième texte sur l'aide à mourir. Est-ce qu'on peut le détailler ? Qu'est-ce qu'il contient, ce texte, en l'état ? Alors, il donne la possibilité pour les malades de faire une demande d'être aidés à mourir, en ce sens qu'il faut non pas simplement les laisser mourir, mais à un certain moment, aller plus vite et plus fort. Non pas les laisser souffrir pendant des semaines, voire des mois, voire des années. Donc, qui pourra bénéficier d'abord de cette aide à mourir ? Il faudra remplir un certain nombre de conditions qui sont très précisées dans la proposition de loi. D'abord être français, avoir plus de 18 ans, et puis surtout 3 conditions essentielles. La première condition, être atteint d'une maladie grave et incurable, engageant le pronostic vital. Deuxième condition, subir des souffrances réfractaires ou insupportables. Alors cette notion de souffrance réfractaire, elle est essentielle, car cela signifie qu'il y a des souffrances auxquelles les soins palliatifs ne peuvent pas remédier. Et ça, longtemps, ça a été quelque chose qu'on a caché sous le tapis en France. Donc la deuxième condition, c'est des malades atteints de souffrances réfractaires ou insupportables. Est-ce qu'il y a des maladies qu'on a identifiées qui donnent lieu à des souffrances réfractaires comme ça ? Oui, il peut y avoir déjà des maladies de type cancer qui parfois, à la fin de la vie, donnent des souffrances terribles, inhumaines, comme dit l'Académie nationale de médecine. Il peut y avoir des maladies neurodégénératives qui créent des souffrances psychologiques liées à la perte d'autonomie de la personne, qui ne peut éventuellement plus communiquer avec autrui, sauf par écrit, qui dépend complètement de l'assistance d'autrui pour faire quoi que ce soit.
On entend beaucoup parler de la maladie de Charcot, c'est une de celles-ci ? C'est une maladie emblématique, effectivement, puisque là, le patient sait tout de suite ce qu'il attend, c'est-à-dire le fait qu'il est condamné, effectivement, à une dépendance absolue. Mais il y a d'autres maladies du même type, maladie de Parkinson dans certaines modalités, sclérose en plaques et autres, qui malheureusement vouent le malade au même destin. Et puis la troisième condition, elle est essentielle, ne l'oublions surtout pas, il faut une demande faite de façon claire, avec vraiment toute sa tête, et en connaissance de cause. C'est-à-dire que le médecin doit s'assurer que le malade pourrait bénéficier de soins palliatifs, mais que ceux-ci ne suffisent pas. Qui décide, qui autorise une personne à se donner la mort ? C'est le médecin ? Ça ne peut être que le médecin, et pas seulement, d'ailleurs, l'avis d'un seul médecin. Ce médecin doit consulter un autre médecin. Donc il doit y avoir l'avis de plusieurs médecins qui constatent que cette personne remplit bien les conditions pour obtenir une aide à mourir. Qui aurait pour mission de contrôler ce processus ? Parce que j'entends, effectivement, c'est une décision d'un médecin validée par un autre médecin, mais est-ce qu'il y aura une instance qui contrôlera cette potentielle aide à mourir, aide active à mourir ? Évidemment, on se doute qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'il faut encadrer très sérieusement les choses. Oui, partout où une aide à mourir a été consacrée, a été créée une commission de contrôle. Alors, il y a deux cas, un cas assez rare, où la commission intervient a priori par une sorte d'autorisation administrative donnée au médecin d'apporter cette aide à mourir. C'est le cas en Australie, ça a été le cas sous une façon atténuée quand même en Espagne, et cette bureaucratisation a pour effet que plus de la moitié des malades meurent avant même d'avoir obtenu l'autorisation. Donc aujourd'hui, en fait, il y a un consensus sur le fait que ça ne peut être qu'un contrôle a posteriori, pour vérifier que toutes les conditions ont été bien respectées par les médecins. Bon, en tout cas, on comprend effectivement une logique de garde-fou, bien sûr, posée pour encadrer cette aide active à mourir. Alors, cette aide à mourir, elle fait plutôt consensus dans l'opinion publique quand on regarde les sondages. En 2023, la Convention citoyenne initiée par Emmanuel Macron a massivement voté en faveur d'une aide active à mourir. Donc, bref, la population française est plutôt favorable quand on l'interroge. Oui, clairement favorable, y compris même d'ailleurs parmi les catholiques croyants et revendiquant comme tels. Par contre, cette aide à mourir, elle divise le corps médical. Il y a une opposition marquée de la part de certains soignants. J'aimerais qu'on écoute la médecin Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement en soins palliatifs, au micro de France 3. C'était en juin 2023. Le risque, c'est que d'ici la fin de l'année, ce soit plus facile dans beaucoup de régions de France d'accéder à l'aide active à mourir plutôt qu'aux soins palliatifs. Et nos patients, ce qu'ils nous demandent, c'est de les aider à vivre. C'est pas au quotidien, c'est pas de les aider à mourir, c'est vraiment de les aider à vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Ce que dit cette médecin, comme d'autres d'ailleurs, il faut avant tout développer et rendre les soins palliatifs accessibles à tous et partout, ce qui pourrait réduire le nombre de demandes d'aide à mourir. En gros, de faire les choses dans l'ordre, d'abord développer les soins palliatifs significativement, et ensuite, on verra pour l'aide active à mourir. Alors je voudrais tout de suite corriger quand même quelque chose qu'elle a dit et qui ne peut pas être, c'est que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'il doit y avoir une demande faite en connaissance de cause par le malade. C'est une condition d'ailleurs posée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et cela veut dire que le médecin doit s'assurer que le malade pourrait bénéficier de soins palliatifs avant de bénéficier d'une aide à mourir. Donc jamais l'aide à mourir ne sera une réponse à une absence de soins palliatifs. Ne prendra le pas sur les soins palliatifs. En revanche, il a déjà été répondu à Claire Fourcade par le Comité consultatif national d'éthique en disant qu'il fallait avancer sur les deux points qui posent problème en France, mais parallèlement, c'est-à-dire le développement des soins palliatifs, notamment à domicile, etc. Le premier texte de loi. Le premier texte, ouais. Mais aussi remédier à ce qui est une lacune, clairement, dans la loi, c'est-à-dire l'absence d'une possibilité d'aide à mourir pour ceux qui sont condamnés à subir des souffrances inhumaines. Et vraiment, le Comité consultatif national d'éthique avait dit ce sont deux volets complémentaires, il faut agir parallèlement en ce sens. La crainte derrière de certains opposants, et notamment de certains médecins, c'est qu'il y ait une augmentation du nombre de demandes d'aide à mourir. On cite souvent les EHPAD, par exemple.
Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Les EHPAD, c'est effectivement un lieu où il faut développer les soins palliatifs. C'est un angle mort actuellement de la politique du développement des soins palliatifs en France. Il faudra vraiment y remédier. Mais non, l'aide à mourir ne peut jamais être le remède à une absence de soins palliatifs. C'est contraire à l'esprit même de la proposition de loi sur l'aide à mourir. Il faut d'abord s'assurer que le malade peut bénéficier de soins palliatifs. Mais souvent, le malade dit non. Par exemple, s'il est atteint de la maladie de Charcot, d'une maladie neurodégénérative, il sait que ces soins palliatifs ne pourront pas lui apporter ce qu'il souhaite, c'est-à-dire mourir malheureusement sans avoir franchi toutes les étapes qui s'annoncent devant lui. Un des arguments qui revient aussi, c'est ces souffrances réfractaires dont vous avez parlé, ces cas désespérés, si je puis le dire ainsi, ces cas extrêmes en tout cas, sont une infime exception parmi tous les malades qu'il y a en France, et que la loi Claeys-Leonetti couvre déjà suffisamment la problématique. C'est un des arguments aussi qui revient sur la table, notamment de la part de certains médecins qui s'opposent à l'aide à mourir. Alors, infime, déjà, là, ça me fait sursauter. Personne n'a vocation à être sacrifié. Donc, il serait même très peu de... Il faudrait les prendre en compte. Ensuite, quand on lit les études scientifiques qui ont été menées par des praticiens de soins palliatifs, qui sont cités par le Comité consultatif national d'éthique, donc par un rapport fait par Régis Aubry, professeur de médecine, spécialiste de soins palliatifs, même dans les meilleurs services de soins palliatifs, il y a 9% de personnes qui demandent à être aidées à mourir, c'est-à-dire à ce que la mort soit accélérée. Et il y en a même 3% qui demandent véritablement une euthanasie. Donc 3%, ce n'est pas une infime minorité. Ce sont des personnes qui vont souffrir le martyre. Et l'Académie de médecine elle-même a compris qu'on ne peut pas sacrifier ces personnes. Vous parlez des soins palliatifs. Justement, je voudrais vous faire écouter ce témoignage de femmes de terrain. Elles sont infirmières en soins palliatifs. Écoutez, c'était à Paris en 2015. Certains malades arrivent ici avec l'intention d'en finir. Au fil des jours, il n'est pas rare de les voir changer d'avis. Si on n'est pas douloureux, on n'a pas une souffrance morale. Par contre, si on a une douleur physique, il y a une souffrance morale. Et ici, nos valeurs, c'est de prendre en charge la douleur. Et c'est une fois que ces symptômes sont contrôlés et sont gérés, les gens ne veulent plus mourir. Il est intéressant, je trouve, ce témoignage de terrain. Ce qu'elles disent, ces infirmières, c'est qu'en soins palliatifs, les demandes pour mourir, grosso modo, elles sont fluctuantes. On peut avoir envie de mourir un jour, et puis le lendemain ou quelques jours après, cet état-là de détresse change. Je dirais que vraiment leur travail est important. Je leur rends hommage. Dans 9 cas sur 10, en effet, la personne renonce à l'idée qu'elle avait de mourir tout de suite. Il reste 1 cas sur 10, les 9%, qui demandent toujours à être aidés à mourir. Et là, l'étude que je citais tout à l'heure, elle portait non pas sur des gens qui viennent d'entrer dans un service de soins palliatifs, non pas sur n'importe quel service de soins palliatifs, sur le meilleur service de soins palliatifs en France. Sur 2000 dossiers de personnes. Et elles étaient interrogées au bout de 6 jours dans un service de soins palliatifs. Et au bout de 6 jours, 9% demandaient à être aidés à mourir, 3% demandaient carrément une euthanasie. Donc on ne peut pas nier cela. Je les comprends. Dans 9 cas sur 10, oui, elles y réussissent et leur travail est essentiel. Mais restent les autres. Petite question d'ailleurs, est-ce qu'on sait le nombre de Français qui font le choix de l'aide à mourir ou du suicide assisté ou de l'euthanasie à l'étranger chaque année ? Est-ce qu'on a une idée ? Oui, on a une idée, mais heureusement c'est 0,0 quelque chose. Car il faut, pour aller en Suisse, il faut d'abord être suffisamment en bonne forme pour pouvoir aller en Suisse et même plusieurs fois. Il faut aussi d'ailleurs avoir les moyens puisque c'est plus de 10 000 euros. Oui, 12 000 euros je crois. Oui. Hein, ouais. Alors, pour la Belgique, c'est pareil. Il faut être transporté en ambulance en Belgique. Donc, il y a une sorte... Et puis, il faut que les Belges acceptent de nous aider. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites pour aller en Belgique et puis peu arriveront jusqu'au bout. On a entendu le témoignage des infirmières de terrain. Il y a aussi des médecins qui disent c'est une rupture avec le serment d'Hippocrate. Nous sommes là pour soigner, nous ne sommes pas là pour donner la mort. Oui.
Alors là, c'est un débat aussi sur ce qu'est le soin. Est-ce que abandonner le malade, en quelque sorte, en lui disant « vous souffrez, mais je ne suis pas là pour donner la mort », pour moi, c'est un abandon. D'autres disent c'est l'inverse. Si on l'aide à mourir, c'est un abandon. Le serment d'Hippocrate, il a beaucoup évolué dans le temps. Il y a maintenant, non pas un serment d'Hippocrate, mais des serments dits d'Hippocrate dans le monde, pays par pays. Et beaucoup de pays ne comportent plus cette notion selon laquelle on ne doit pas donner volontairement la mort. Par exemple, en Belgique, bien sûr, en Suisse, mais aussi dans beaucoup d'États américains, et vraiment, il n'y a plus cette interdiction. Le plus intéressant peut-être, c'est l'Allemagne, où la Cour constitutionnelle allemande avait dit qu'on devait pouvoir aider à mourir. Et puis, les médecins en ont délibéré à travers des élections régionales et puis ensuite au niveau national. Et ils ont finalement conclu qu'il fallait modifier le serment qu'ils prononcent et ne plus inclure cela. Mais en revanche, prévoir des conditions strictes, vérifier que vraiment les malades remplissent les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Enfin, il y a les représentants des 3 religions monothéistes qui sont en phase sur le sujet, c'est-à-dire contre l'aide à mourir. Écoutez l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, interrogé par France Inter il y a un an pile, c'était en mars 2024. La question de l'interdit de la mort est structurante pour notre société. Si nous pouvons vivre en société, c'est parce que nous faisons collectivement le choix de respecter la vie de chacun de nos semblables. C'est une parole de foi de le dire parce que nous croyons que chaque personne est créée à l'image de Dieu, mais c'est une parole d'humanité que tous les citoyens peuvent partager. On en arrive à des réflexions plus philosophiques et bien sûr sur ce terrain, il n'y a pas d'évidence, pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour certains opposants, religieux ou non d'ailleurs, légaliser l'aide à mourir, ce serait une rupture anthropologique. Comprenez, une rupture, une transgression majeure de nos conventions sociales traditionnelles. Vous en pensez quoi, Martine Lombard ? D'abord, je respecte ce qu'a dit cet évêque. La foi, dans les 3 monothéismes, conduit à ne pas aller normalement vers une aide à mourir. Encore que, on l'a vu, la majorité maintenant des catholiques pratiquants même sont pour une aide active à mourir. Mais c'est vrai que les 3 monothéismes sont tout à fait hostiles à l'idée qu'un être humain puisse disposer de lui-même, puisse décider de mourir. Ils sont en fait même opposés au suicide, tout simplement. Je respecte cette foi, mais ils ne peuvent pas imposer ces croyances religieuses à toute la population. Il y a la loi religieuse, il y a la loi républicaine qui est une loi laïque. Quant aux médecins qui ne sont pas motivés par une foi religieuse, mais qui pour autant parlent de rupture anthropologique, je voudrais quand même remettre les choses en place. Il y aura effectivement une évolution très forte, une évolution, plus une révolution, mais qui consistera à encadrer ce qui existe d'ores et déjà. Ce sont les euthanasies clandestines, dont la France est la spécialité dans une mesure, elle n'a que ça, malheureusement, dans laquelle ce sont les médecins qui décident eux-mêmes de transgresser l'interdiction de tuer. Ce sera le malade qui sera au centre. C'est à lui qu'il faudra demander si vraiment il veut mourir. Parce que jamais on ne faudra lui suggérer d'être aidé à mourir. La demande devra venir spontanément du malade lui-même. Ce serait une faute que de suggérer à un malade de bénéficier d'une aide à mourir. Pour moi, c'est respecter le malade, et c'est un humanisme profond, que de respecter le malade authentiquement en voulant bien éventuellement lui donner ce qu'il demande. Le débat sur la fin de vie de retour à l'Assemblée, les débats sont en cours et on attend le vote solennel qui aura lieu le 27 mai prochain. D'ici là, on a les cartes en main, vous avez les cartes en main, j'espère, auditeurs, pour y voir plus clair et pour vous faire votre propre avis sur le sujet. C'est important. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé. Martine Lombard, professeure émérite de droit public ici à l'université Panthéon-Assas. Je rappelle votre livre « L'ultime demande, l'aide à mourir paisiblement, une liberté à notre portée ». C'est publié aux éditions Liana Lévy. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine.